me présenter, je suis Linnea Hjalmarsson, je suis psychiatre pour enfants et adolescents. J'avais du mal à donner un nom, donc il y avait douleur, mais c'était pas vraiment ça. Donc j'ai donné précocité et stress, mais c'est vraiment très global, c'est plutôt par rapport aux difficultés que l'enfant précoce peut rencontrer et aux pathologies qui peuvent survenir sur un terrain déjà favorable aux pathologies ou non. La précocité en tant que telle n'est pas une pathologie, mais c'est vraiment ces difficultés auxquelles les enfants vont être confrontés qui vont créer un déséquilibre, donc un stress, et notamment un stress psychologique. Dans ma partie, les stress psychologiques vont être de l'ordre plutôt de désordre psychologique ou psychiatrique. Mais comme je suis aussi médecin, ça me semblait important de dire qu'il y a aussi des interactions au niveau somatique. Et déjà par les plaintes, l'enfant très souvent ne parle pas, surtout jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Et il va plutôt se plaindre de douleurs abdominales. Il peut aussi avoir des éruptions cutanées, l'eczéma, des crises d'asthme, un début d'asthme. Et là, pour le coup, on se retrouve dans un autre domaine qui est un domaine d'interaction entre la psyché et le système immuno-endocrinologique. Et il y a des vastes études dessus depuis un moment pour essayer d'établir des liens qui existent vraisemblablement entre le stress, l'anxiété, les difficultés de vie et l'apparition de troubles ou l'exacerbation de troubles. Notamment, très souvent, j'étais assez étonnée depuis que je me suis installée en pédopsychiatrie, de voir arriver des enfants adressés directement par des dermatologues pour des alopécies. Donc des alopécies, c'est des pertes de cheveux et des épisodes comme ça de perte de cheveux. Très souvent, à chaque fois, en fait, les enfants ont de vraies difficultés, de vrais problèmes insolubles ou difficilement verbalisés. Alors, concernant les troubles, les difficultés psychologiques, elles peuvent être très banales. Très souvent, donc, les enfants précoces présentent des peurs, comme les autres enfants, mais des peurs qui apparaissent plus tôt dans leur développement. Des peurs dont les parents sont rarement préparés, auxquelles les parents sont rarement préparés. Et pouvant être assez déstabilisantes avec une grande intensité. Donc des enfants qui sont empreints de discussions sur la mort, avec leur simplicité d'enfant, mais avec une gravité et une inquiétude qui n'est pas de l'ordre de leur âge. Et là, pour le parent, il est parfois et même assez souvent difficile d'y répondre et d'y répondre objectivement et calmement. Par ailleurs, donc ça c'est des choses très simples, mais on peut arriver à de véritables anxiétés, de véritables troubles anxieux, voire de phobies. Et notamment donc, dans ces anxiétés, très souvent, elles vont être liées aux interactions avec les autres, donc une anxiété sociale, voire une incapacité à être avec l'autre. Donc on a comme ça des enfants très jeunes qui peuvent présenter des phobies sociales, des enfants qui restent en retrait, qui restent toujours en plus avec les adultes, ils se sentent mieux avec eux, ils peuvent mieux interagir avec eux. Mais on peut aussi avoir l'apparition de tics qui sont donc dus à une anxiété sous-jacente, à un stress sous-jacent, de troubles obsessionnels compulsifs, comme je me rappelle un enfant qui... c'est des choses très très simples, mais qui à 4 ans devait préparer ses vêtements avant d'aller à l'école maternelle la veille, et il préparait deux jeux de vêtements différents pour être sûr qu'un des deux se conviendrait à sa sortie scolaire le lendemain. Et de façon plus grave, bien sûr, la dépression qu'on voit aussi chez l'enfant et chez l'adolescent.
Alors, si la précocité et le stress peuvent expliquer ou favoriser la survenue de ces troubles dont j'ai parlé de façon très globale, ces troubles psychologiques ou psychiatriques, il y a aussi d'autres domaines, une autre dimension à prendre en compte. Et la précocité n'explique pas tout. Il y a à ce moment-là une évaluation et le psychiatre doit prendre en compte le tempérament de l'enfant. Il y a des enfants beaucoup plus introvertis, beaucoup plus insécures biologiquement et aussi vraisemblablement en interaction avec la famille, avec des parents plus peureux par exemple. Il y a donc des difficultés aussi d'interaction familiale, des difficultés de couple, des difficultés de mort subite d'un nourrisson par exemple, quand un enfant perd alors qu'il est dans une angoisse de mort et aussi une jalousie vis-à-vis de son frère par exemple. Quand ce frère qui est né vient à mourir, l'enfant se sent responsable avec une dimension d'une pensée quasi magique. Il est donc responsable de la mort de cet enfant. Il y a aussi les interactions avec l'école. Elles sont nombreuses et elles existent dès l'école maternelle. Très souvent, je vois arriver des enfants qui ont des difficultés à l'école maternelle parce qu'ils ne sont pas avec le groupe. Ils ont une autre façon d'interagir avec le groupe. Et c'est vrai que plus l'enfant avance en âge et plus ça se remarque et il se retrouve donc à interagir avec ses pairs qui peuvent ne pas le comprendre, voire le prendre pour un extraterrestre, pour un fou. Il est alors à ce moment-là assommé par des colibés et peut même devenir un souffre-douleur. Et je me rappelle d'une petite fille qui était en CP, qui s'est retrouvée vraiment au banc de la classe. C'est-à-dire que plus personne ne lui parlait. La seule personne qui lui parlait était le professeur et qui avait plutôt de la sympathie pour elle. Mais les autres enfants trouvaient que sa façon de parler, d'interagir était tout à fait inadaptée. Et donc elle en souffrait énormément. Voilà. Je pense que tu peux y aller. La spécificité, la précocité donc, entraîne elle-même, génère elle-même ce stress. Le stress donc, de l'enfant qui a une haute conscience de lui sur des domaines différents. C'est pour ça que j'ai commencé la conférence avec cette image de ce film qui est Le Petit Garçon, qui est un film qui parle d'un enfant surdoué et d'un enfant qui doit avoir à peu près 8 ans et a un ulcère à l'estomac parce qu'il, en tout cas c'est comme ça qu'on l'explique et que la maman l'explique, parce qu'il se pose trop de questions sur le monde et sur la guerre, sur les difficultés. Donc bien entendu la précocité engendre ces stress, notamment sur la conscience d'être différent et cette conscience que les autres nous renvoient de notre propre différence. Donc moi, je ne développerai pas plus, notamment donc après sur les interactions pour les parents. Ce que je souhaite vous dire, c'est que très souvent, les enfants précoces parlent très bien. Et la difficulté à ce moment-là avec l'interaction avec les parents, c'est qu'ils ont une rhétorique telle que les parents se laissent avoir. Et les limites sont déjà difficiles à mettre à l'heure actuelle pour les parents et encore plus face à des enfants qui parlent bien, qui s'expriment bien. À tel point qu'on va les considérer comme des adultes. Et il m'arrive très souvent de voir arriver des enfants avec des difficultés scolaires, mais aussi des difficultés éducatives à la maison. Et malheureusement, ce sont très souvent
aussi des adolescents qui ont donc déjà un parcours compliqué avec des rencontres notamment de toxiques, de cannabis par exemple, et les parents sont démunis, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais su dire non à leur enfant et l'enfant est incapable de connaître la frustration. Et donc on a là à ce moment-là des passages à l'acte, des crises classiques et des enfants qui sont en tel désarroi qu'on se retrouve très souvent à devoir demander une mise à distance avec le milieu familial pour améliorer la qualité des relations et aider aussi les parents dans l'éducation. Il reste bien entendu qu'avant avant cet extrême, on essaye de passer par un travail familial et la thérapie familiale a là un rôle très important. Je souhaite aussi parler des troubles associés, c'est-à-dire que vraisemblablement, les enfants précoces, plus fréquemment, vont présenter d'autres difficultés. Un enfant précoce n'est pas brillant dans tous les domaines et parfois, il va donc plus fréquemment avoir une dyslexie, une dyspraxie, une dysorthographie. Et il est donc nécessaire, et c'est là où intervient aussi le rôle du psychiatre, de demander des bilans autres qu'un bilan de test de QI pour pouvoir vraiment établir la cartographie, on va dire, des compétences et des difficultés que rencontre l'enfant. Et notamment, très souvent, les enfants précoces sont dits hyperactifs et l'hyperactivité est un symptôme de précocité. Alors moi, en tant que pédopsychiatre, je réfute cette croyance. L'enfant précoce, quand il présente des symptômes d'hyperactivité, est aussi hyperactif. Et il faut donc à ce moment-là prendre en compte l'hyperactivité qui n'est pas une pathologie, mais une immaturité neurologique. Et le souci dans l'hyperactivité, c'est qu'il y a 3 domaines, le trouble attentionnel, l'impulsivité et la motricité. Et ces 3 curseurs sont très différents en fonction des enfants. C'est-à-dire que c'est comme une chaîne IFI, une ancienne chaîne IFI, il y a 3 curseurs et un enfant peut être très moteur et peu perturbé sur le plan de la concentration, alors qu'un autre enfant sera plutôt extrêmement rêveur dans son coin, ne bougera pas mais aura un vrai trouble attentionnel. Et dans les 2 cas, il y a très souvent de l'impulsivité plus ou moins évidente, une impulsivité qui va être cognitive ou comportementale. Et je reviens donc à ce type d'adolescents précoces et hyperactifs qui vont avoir plus de passages à l'acte, de menaces hétéroagressives ou auto-agressives avec des automutilations. Et je me rappelle donc d'une fille de 15 ans qui est arrivée et elle venait pour automutilation dans un contexte familial très particulier. Et c'est vrai que si j'avais eu une dimension, une analyse uniquement psychothérapeutique, je n'aurais pas pris en compte aussi les problèmes sous-jacents qui étaient l'hyperactivité, la dépression et la précocité. Donc, pour aider l'enfant précoce, il faut donc reconnaître toutes les difficultés que je viens dont je viens de parler, et donc les troubles associés. Et c'est là où le rôle du pédopsychiatre me semble important, sans pour autant médicaliser et psychiatriser. C'est-à-dire que quand l'enfant donc a des difficultés, bien entendu, c'est là où il y a une évaluation qui doit être clinique, psychiatrique, mais aussi de tempérament, des interactions familiales, du milieu scolaire, de l'éducation avec les parents et la nécessité de faire un bilan exhaustif, comme j'ai dit auparavant, psychométrique, le WISC, mais aussi orthophonique, psychomoteur si besoin, pour avoir une évaluation la plus fine des difficultés que l'enfant peut rencontrer.